Ça marche. Radio Ems. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. 1, 2, 3, 4. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Et vous écoutez l'équipe Sauvage sur Radio Ems, il est 19h, on est en direct et donc c'est parti pour une émission spéciale déconfit comme d'habitude, la numéro 8 maintenant. Et donc au programme aujourd'hui, des chroniques, nos invités et surtout le retour de Marco. Salut Marco. Oui, vous m'avez manqué réciproquement, j'espère. Tout pareil. Non, pas du tout. Salut. Par contre, on a. Oui, je suis là, contre, toujours. C'est le retour de Marco, mais on a perdu l'heure en route. Quoi. Oui, voilà, on interchange parce qu'on n'est pas parfait. Voilà, plein de bisous à Laure qui a d'énormes problèmes de connexion puisqu'elle en a pas. Voilà, ça c'est bien dit. Et du coup, c'est parti tout de suite avec grand plaisir pour découvrir les invités du jour et ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à toi, Marco, je crois. Mais le jingle peut-être d'abord. Ah oui, le jingle. Eh bien, bonjour tout le monde de nouveau. Aujourd'hui, nous accueillons Abdel Awacheria et Joachim Daniel Dupuis. Abdel est biologiste au CNRS et Joachim est philosophe. Ils ont commis tous les deux un ouvrage fort passionnant. On a eu l'occasion de se parler déjà sur Cinédrome à l'occasion de l'émission sur l'âge de cristal. Le bouquin s'appelle La biopolitique vue du cinéma, paru chez l'Harmattan. Bonjour Abdel. Bonjour Joachim, vous m'entendez ? Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour et bienvenue. C'est la magie de la technique quand ça marche, c'est formidable. Voilà, alors vous avez commis non seulement ce bouquin, mais tout récemment, à l'occasion, si je puis dire, de la crise du coronavirus, vous avez pondu 2 articles sur le site The Conversation. Le premier qui s'appelle « Bienvenue à Coronaland, vers une zombification de l'humain ». Et oui c'est ça, que je dise pas de conneries quand même. Et le deuxième, Fenêtre sur cour, vivre et penser sous un dôme. Voilà. Alors donc on voulait vous questionner évidemment à l'endroit non seulement de là où vous êtes chacun, c'est-à-dire d'un côté le biologiste, de l'autre côté le philosophe et notamment le philosophe spécialisé en cinéma et qui a travaillé la question du zombie, mais aussi de ce que vous faites ensemble, ça va de soi. Donc on a un certain nombre de petites questions à formuler qui vous concernent. Donc et on va commencer par une chose très très simple. Dans la gestion gouvernementale, dans cette nouvelle gouvernementalité qui prend forme à travers la gestion des pandémies, on peut se poser la question, est-ce que on va vers un monde aux relations totalement désincarnées ? Vas-y Joachim, je te laisse. On te renvoie la balle. Ah, c'est pas facile. Ça commence fort. Peut-être. Merci, c'était une bonne réponse. C'était Radio Ems. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si la domisation, si on peut dire, continue, il viendra un moment où l'humain n'aura plus sa place
et d'une certaine manière, on mourra tous d'asphyxie. Voilà. Donc, enfin, on reviendra. Oui, pardon, si tu veux ajouter quelque chose, Abdel, bien évidemment. Ouais, moi j'aurais une vision qui serait peut-être un peu plus nuancée, c'est-à-dire que moi j'ai quand même le sentiment qu'avec cette désincarnation numérique, on ouvre quand même la possibilité, la voie des connexions lointaines. Et pendant le confinement, on a un certain nombre à avoir été contents en fait de pouvoir se connecter à des personnes qui étaient très loin, dans des pays étrangers. Donc encore une fois, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à pas caricaturer la réalité, y compris de la déshumanisation et de la désincarnation? Oui, d'accord. Léo, Leïla Oui, quand même, dans les relations virtuelles, on perd quelque chose du face-à-face des corps dans la réalité. Quand on arrive justement, je me dis, est-ce que dans le virtuel, on peut réellement partager des émotions, sachant que nos corps sont pas en présence, que nos regards ne sont pas là, qu'il manque quelque chose d'un peu vibrant qui a à voir avec la chair. Oui, et d'autant plus qu'on dit que la communication passe à je sais plus combien de pourcents par le corps, enfin ce genre de choses. Donc l'absence est un trouble, est un manque et produit aussi des distorsions quelque part. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il vaut mieux communiquer par Zoom ou par Jitsi ou par Skype que pas de communication du tout. Après, il vaut mieux se voir en vrai, parler de corps à corps avec tout ce que ça implique, plutôt que de se retrouver devant un écran, évidemment. Mais la problématique, telle que je la comprends, est celle de l'absence de communication. Si on rapporte les choses à une absence de communication, toute communication est meilleure. Oui. Mais quel est le risque à vouloir se privilégier, à se préserver en restant tout le temps dans une communication qui serait virtuelle? Quel est le risque pour l'individu à terme? On voit bien que, ok, sur une semaine, 2 semaines, ça marche, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ferait quoi? Vas-y, Joachim, si tu as une... Donc, on peut voir les choses de deux façons. Soit, effectivement, une nouvelle communication se met en place, et c'est une communication virtuelle qui peut-être laisse un peu de place, je dirais, à de nouvelles émotions, à une sorte de réinvention de l'émotion, voire peut-être même du corps à corps, hein, un corps à corps qui soit purement lié à l'apparence. Ou bien, c'est la deuxième perspective, il y a la possibilité, puisqu'on n'est pas complètement enfermé, de pouvoir communiquer, certes, dans la réalité via un masque. Donc ça crée peut-être aussi d'autres modalités du rapport au corps. Ça en tout cas limite peut-être la dimension, j'allais dire libidinale, c'est-à-dire la dimension du désir. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus en fait dans cette nouvelle perspective, c'est une espèce on perd l'habitude en fait de communiquer, voire on perd l'habitude d'être dans un rapport réel effectivement, et vient un moment où on perd la notion du temps en fait. On ne sait plus quel jour on est, ce qu'on doit faire. Bien sûr, on peut être en télétravail et avoir une charge de travail, mais après l'action faite, eh bien, on est un peu perdu. Et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait. C'est le temps en fait, il est aussi dans l'action du corps, et le fait de rester enfermé, ça effectivement bouche en quelque sorte le temps, voire même ça en quelque sorte ça le fracture, voire même ça l'interrompt complètement. Et j'ajouterais que le rapport au temps, en fait, est aussi remis en cause par le rapport à la spatialité. Et là, on l'a bien vu avec le confinement, le fait de rester chez soi dans une forme d'immobilisme, ça remet non seulement en question le rapport au temps, mais aussi le rapport aux autres, l'isolement. Ça ramasse énormément de notions, en fait, qui constituent l'individu, tel qu'il a l'habitude de se pratiquer dans un collectif. D'accord. Et est-ce qu'on perd pas aussi un rapport au plaisir? Parce qu'on voit bien quand même que c'est pas la même chose de partager un apéro en live que de partager un apéro sur Skype. Ça, c'est sûr. Pourquoi est-ce que quelque chose qui passerait par le corps comme le plaisir culinaire, il prend pas la même amplitude et dimension en virtuel? Je pense qu'il y a une dimension de cognition incarnée, pour reprendre une expression de Boris Cyrulnik, à savoir que l'intelligence, elle n'est pas seulement mentale ou spirituelle, entre guillemets, mais elle est aussi incarnée dans un corps, elle est affective, elle est émotionnelle, sensorielle, et toutes ces formes d'intelligence multiples, elles se stérilisent lorsqu'on est face à un écran et qu'on investit des dimensions purement numériques. Donc cette dimension de cognition incarnée, que le fait d'évoluer et de faire communauté dans le monde réel, on a besoin de son corps pour apprendre, on a besoin de son corps pour interagir et pour percevoir. Cette dimension-là, elle disparaît ou elle est effacée pour beaucoup. Je me permets de rebondir là-dessus et de faire un parallèle aussi avec ce qui est votre objet entre guillemets de réflexion. Du coup, est-ce qu'on n'est pas tous devenus un peu des zombies
Parce qu'on est un peu tous morts, quelque part, avec ce manque de relations, ce manque de choses qui ne fait plus appel à nos sens et ou en tout cas, on a mis en sommeil. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de zombification quelque part? Tout à fait. On est, en fait, d'une certaine manière, comme on est soumis aux machines virtuelles, on est aussi d'une certaine manière constamment devant, comme une sentinelle devant l'écran. Et d'une part, on ne dort plus, ou en tout cas, moins bien. Mais surtout, l'énergie qui est normalement une énergie qu'on peut contrôler par la décision de faire ou de ne pas faire une action, avec la virtualité, notamment celle du travail, elle nous est enlevée. C'est-à-dire que nous voilà devant l'obligation de suivre une conversation de travail, une réunion pendant 3 ou 4 heures, en sachant que ça va nous épuiser puisqu'on ne peut pas partir, on ne peut pas aussi, dans le cas d'une réunion, enlever la vidéo. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise ou la prise du capital en quelque sorte sur nous. Et ça, c'est quelque chose qui a été d'une certaine manière développé par Jonathan Crary, qui a réfléchi en fait à cette emprise du capitalisme sur nous. Et c'est une emprise de plus en plus, je dirais, virtuelle. Et elle a des effets, je dirais, d'autant plus pervers que nous sommes dans des conditions actuelles difficiles. Donc avec le Covid-19. Voilà. Ouais, moi je rajouterais peut-être que, encore une fois, la question c'est celle du bon usage de la technologie. Si on peut discuter aujourd'hui, si on peut avoir le plaisir et l'honneur d'interagir avec vous dans le cadre d'une émission de radio, c'est grâce à la technologie aussi. Donc la zombification, pour moi, elle commence à 2 endroits. Elle commence lorsqu'on brasse des peurs. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Et la deuxième, peut-être, c'est lorsqu'on est dans une spatialité, un espace-temps, en fait, qui se trouve complètement investi par le numérique. Là, oui, on devient zombie. Après, on peut être un zombie qui, physiquement, va déambuler dans les rayons de supermarchés, etc., et se transformer en zombie marchand. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas confronté au bon usage de la chose? Et ce que je note, peut-être, c'est que pour résister, en fait, au mésusage qui nous pousse à la zombification, il faut beaucoup d'éthique, il faut un ethos qui soit démultiplié par rapport au monde d'avant, entre guillemets. On parle beaucoup de penser l'après, mais quand on se rapporte au monde d'avant, il faut une éthique, une pratique quotidienne, une compréhension du monde, une adaptation, une flexibilité qui soit beaucoup plus importante que ce qu'elle était avant. Les conditions de l'adaptation ont changé. Donc la zombification n'est pas obligatoire, elle est possible, mais elle peut être contournée aussi par les outils qui eux-mêmes la permettent finalement. Après, parce que moi qui suis comme Marco, une grande fan de cinéma, pour moi la question du zombie dans les œuvres de Romero, etc., c'est aussi cette question de c'est quoi être à la fois mort et vivant. Est-ce qu'on peut être vivant et mort en même temps? Et justement, pour moi, cette partie qui peut mourir de nous-mêmes, c'est cette partie pulsionnelle, des pulsions primaires qui peuvent se manifester que par le corps. Ou comme dirait Jacques Brel, il faut bien que le corps exulte, mais le corps il exulte de 2 manières, quoi. Soit avec des pulsions libidinales, soit avec des pulsions d'agressivité. Et c'est des choses qui nous font aussi nous sentir vivants, quelle que soit la position morale qu'on pourrait avoir avec ces choses-là. C'est aussi ce qui nous fait sentir vivants. Or, c'est des choses qui peuvent pas du tout exister dans des rapports technologiques. Alors oui, pour ma part, la vision de Romero, pour moi, elle n'est pas articulée forcément au pulsionnel, même si effectivement le zombie semble avoir le désir de mordre et d'ingurgiter en fait des quantités de viande, si j'ose dire, vivante. Mais pour moi, je l'envisage davantage à la fois comme une idée métaphysique, c'est-à-dire c'est l'idée de la fin, c'est-à-dire la fin de la mort en fait. C'est une idée intéressante. Et lorsqu'on on revoit La Nuit des Morts Vivants, notamment la première séquence qui se passe dans un cimetière, on se rappelle que un cimetière, ça a été bâti en bordure des villes. Et du moins de manière récente. C'est-à-dire qu'on a déplacé les fosses communes ou les cimetières à l'extérieur des villes pour préserver la ville sanitairement. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse de Romero de rompre la possibilité d'une fermeture des tombes. C'est-à-dire d'un seul coup, je dirais, des morts surgissent, brisent les dalles qui les renferment et sortent. Et rien ne les arrête en fait. Et cette perspective permet en quelque sorte pour Romero d'examiner
nos conduites. Comment va-t-on réagir face à une catastrophe? Comment va-t-on s'analyser soi-même? Va-t-on en quelque sorte renforcer davantage les logiques de pouvoir, ou au contraire, va-t-on inventer d'autres perspectives en fait? Et je pense que l'idée de Romero, c'est celle-là en fait. C'est pas de nous faire du sanguinolent facile. C'est de faire l'épreuve d'un être qu'il appelle d'abord un mort-vivant. Hein. Le zombie, c'est un terme qui viendra seulement après. Et ce mort-vivant, il est conçu, quand on le regarde, je dirais, il incarne en fait toutes les figures des morts-vivants, toutes les postures que ceux-ci ont pu avoir dans le cinéma notamment. Et c'est un peu comme si on ne pouvait pas l'identifier. Et si on ne peut pas l'identifier, c'est un peu un personnage en devenir. C'est un peu un personnage qui nous échappe et qui échappe au pouvoir, et ce pourquoi le pouvoir veut l'écraser. Voilà. Pour moi, c'est ça le zombie romérien. Alors d'ailleurs, Romero dira que le zombie incarne le changement. Je trouve que c'est tout à fait ça, en fait. Parce que dans celui qu'il a fait, le deuxième, La Zombie, qu'il a fait en 78, il nous parle aussi d'une critique de la société de consommation. Non, tout à fait. Et il nous montre aussi, des êtres humains qui sont en présence et qui n'ont aucune relation entre elles et qui ne sont intéressés que par une chose, savoir qu'est-ce qu'ils vont consommer. Que ce soit dans un supermarché ou de la chair, ça revient au même, en fait. Il n'y a pas d'interaction humaine entre les zombies, en fait. Les gens sont déjà zombifiés. Alors, mon idée, c'est que dans Zombie, par exemple, lorsque les zombies parviennent dans le supermarché, ils retrouvent, je dirais, des postures et des conduites d'avant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'utopie du mall, du magasin, du supermarché, reconditionner les pulsions, je dirais, capitalistes en nous. C'est-à-dire, même le mort, d'une certaine manière, se voit revigoré par le capital. Donc, je vois pas, si vous voulez, la dévoration comme une dévoration dans La Nuit des Morts Vivants, comme une dévoration articulée à une critique de la consommation, mais je le vois plutôt comme une volonté de défaire le pouvoir. Alors que dans Zombie, le fait que les zombies entrent dans des utopies, je les appelle comme ça, des utopies démocratiques, eh bien, ça les reconditionne en quelque sorte. Voilà. Je ne sais pas si je suis plus clair comme ça en disant ça. Oui. Même si Romero nous parle quand même bien des êtres humains de la société américaine quand il fait ce film. Il nous parle du monde des vivants et qu'est-ce qui va pas dans le monde des vivants, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une cartographie pour chaque film de zombie, c'est une cartographie du monde du monde américain, en fait, en particulier. Du capitalisme américain, ouais. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une question piège, en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais on a entendu beaucoup, en tout cas moi, autour de moi, les gens qui me disaient qu'avec cette histoire de Covid, de confinement, de peur, de crainte, de tout ce que ça engendre, etc., on était dans un espèce de mauvais scénario de science-fiction. Mais alors, qui aurait pu l'écrire, ce mauvais scénario? Adèle, vas-y, commence. Qui aurait pu l'écrire? C'est ça la question. Qui aurait pu écrire le scénario? Je pense qu'il a déjà été écrit de multiples fois au cinéma. Quand on regarde des films comme Contagion, Resident Evil, etc., il y a beaucoup d'instances cinématographiques qui l'illustrent. Mais pour moi, ça rentre un petit peu dans cette imagerie, cet imaginaire en fait apocalyptique qui est lié aussi aux problématiques de collapsologie. En fait, on a l'impression que l'époque ramasse un ensemble de notions qui convergent vers l'idée de disparition, de néantisation, mais concrète du monde. Ce qui est vrai avec le zombie s'avère aussi potentiellement vrai avec le monde, etc. Et donc, oui, le cinéma a préfiguré un petit peu ce qui se passe. On a une forme de stigmate qui devient apparent, des symptômes. Oui. En même temps, on peut dire que le cinéma n'arrive pas, je dirais, à créer de toute pièce, en fait, une vision de la catastrophe. C'est-à-dire que le Covid, c'est pas précisément le zombie qui nous poursuit. Non, bien sûr que non. Ou la fin du monde qui arrive. Par contre, les effets du Covid, donc pour beaucoup la mortalité, est quand même présente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on est tellement influencé par le cinéma que finalement on veut lire les événements du présent à travers le cinéma. Alors, plutôt que de dire que le cinéma dit n'importe quoi, on pourrait plutôt voir qu'il permet de créer des analogies, de permettre de penser des rapports nouveaux, voire même de créer des distanciations, mais cette fois pas sociales, mais intellectuelles. Oui, il a un caractère aussi initiatique, en fait. Il nous prépare peut-être aussi un peu à la catastrophe, psychologiquement. Alors, je dirais que les films des années 70
sont plus intéressants. Je pourrais vous en donner quelques-uns, donc pas seulement Logan's Run, mais je pense par exemple à Phase 4 de Saul Bass, qui est un film extraordinaire, qui envisage la catastrophe qui est matérialisée par un événement cosmique qui bouleverse en fait l'écosystème planétaire et fait en sorte que les fourmis, qui sont normalement des espèces différentes, s'allient pour, entre guillemets, dominer la Terre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas justement, comme d'habitude, cette vision qui passe par le cinéma catastrophe d'une opposition entre, d'un côté, les monstres et de l'autre côté, les hommes. Mais on a au contraire cette idée que les fourmis, via le solaire aussi, sont capables de nous permettre de réinventer les rapports que nous pouvons avoir avec l'écosystème, avec la nature, avec nous-mêmes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a aussi des films de science-fiction avant-gardistes qui sont passés souvent à la trappe parce que c'est pas vendeur, parce que c'est pas intéressant pour des grandes sociétés de production, alors que l'inventivité de certains films indépendants nous font réfléchir et permettent en quelque sorte de peut-être d'envisager un avenir meilleur. Oui, alors moi je voulais juste reprendre une question très simple, je ne sais pas si elle est simple dans sa formulation, mais c'est au biologiste du CNRS que je m'adresse, Monsieur Abdel. Un virus, c'est quoi? C'est un organisme. On se posait la question, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est autre chose? C'est une particularité en tant que telle du virus. Est-ce qu'un virus c'est quelque chose de mort-vivant? Alors je dirais pas que c'est mort-vivant. Nous sommes morts-vivants. Si on part dans cette direction, je dirais un chiffre, 60 millions. 60 millions, c'est pas le nombre d'habitants en France, c'est le nombre de cellules qu'on a perdues dans chacun de nos corps depuis le départ de la conversation, il y a à peu près 20 minutes. Donc on perd en permanence des cellules qui se suicident au bénéfice de l'organisme. Donc c'est la mitose. L'apoptose, c'est donc la multiplication des cellules, et le suicide programmé des cellules, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et donc nous sommes littéralement des morts-vivants. Pourquoi t'appelles ça suicide? Parce que ce sont des cellules en fait qui reçoivent. C'est pas la fin de vie. Pourquoi c'est le suicide? Non, mais elles sont programmées pour ça. C'est tout. Parce qu'elles sont pas tuées. Ah non, c'est pas de la sénescence. C'est vraiment du suicide programmé. Si tu regardes tes mains, en fait, tu t'aperçois qu'il y a un espace interdigital entre les doigts. Et lors du développement embryonnaire et fœtal, tu as eu suicide des cellules qui étaient interdigitales. Sinon, tu serais né avec des pieds, des pieds et des mains palmés. Donc c'est réellement un suicide, un principe actif, un processus actif en fait d'autodestruction. Donc ce processus, il perdure tout au long de la vie de l'individu. Donc nous sommes littéralement des morts-vivants qui vivons en équilibre instable. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Après, la question que tu poses, Marco, elle est vraiment intéressante parce qu'elle ramène aussi au problème de définir ce qui est vivant par rapport au non-vivant. Est-ce qu'on a réellement besoin de seuiller ce qui est vivant et ce qui est non-vivant? Dans ta question, l'implicite, l'inconscient, c'est de dire qu'on peut séparer une sorte de monde minéral d'un monde qui serait vivant. Or, toutes les découvertes en biologie en particulier depuis une dizaine d'années montrent que ce n'est pas vrai. On a une forme de continuité qui se fait depuis le monde minéral jusqu'aux animaux, jusqu'aux végétaux, etc. Donc les virus font partie de ce gradient de forme de vie. C'est ce que Thomas Ims, un biologiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, en fait, a formulé de manière assez élégante sous le terme d'infravie et de vivant sans frontières. Il n'y a plus d'utilité d'essentialiser ce qui est vivant et non vivant, de dresser des catégories. Le virus est un parasite. Il a une portion de son cycle de vie qui le conduit en fait à parasiter des cellules hôtes qui ont l'air plus sophistiquées que lui. Mais c'est pas l'intégralité de son cycle de vie. C'est le cycle du virion. C'est la partie qui correspond au virion. Mais le virus en tant que tel, évidemment, est vivant. Donc on a des formes infravivantes et on peut même imaginer des formes supravivantes avec le monde des idées. Donc qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça suppose de mettre des séparations, donc de mettre des dômes, de créer des containers. Eh ben, alors vous restez avec nous, bien sûr, parce que la discussion va se poursuivre dans notre chronique suivante qui s'appelle La gueule ouverte. Franck. Jingle.
Oui, on va pouvoir continuer cette discussion. Alors, la gueule ouverte, c'est un petit peu le moment où on se braque plus du côté de l'actualité. Mais vous allez voir que tout ça est quand même assez lié. C'est-à-dire que toute cette crise depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, le confinement et ainsi de suite, effectivement rejoint ce que disait tout à l'heure Joachim, je crois. C'est effectivement la catastrophe, c'est pas seulement ou nécessairement ou même essentiellement le virus, c'est d'abord aussi comment on y répond. Et on voit bien que à chaque fois que nous avons affaire à, et c'est vrai depuis le 11 septembre, que nous avons affaire à quelque chose qui peut vraiment mettre en danger réellement ou virtuellement nos sociétés, on y répond toujours de façon assez extraordinairement tendancieuse du côté de l'état d'exception. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se poser la question, est-ce que 1984, c'est pas maintenant, hein? On a la fameuse application Stop Covid, on a maintenant un projet de loi qui veut interdire de filmer les flics pendant l'exercice de leurs fonctions, n'est-ce pas, et surtout de leur bavure. On a une loi Avia contre la haine sur Internet qui est en train de mettre en danger tout simplement la liberté d'expression. Donc on a tout un ensemble de dispositifs qui sont assez inquiétants. On reviendra, si vous voulez bien, Abdel et Joachim, sur cette question-là un peu après, à travers la question du dôme, hein, tel que vous l'avez défini, notamment dans le bouquin que vous avez fait ensemble. Moi, je voudrais quand même reprendre la balle au bond juste par rapport à ce qui vient de se dire sur la question du virus. Le virus, c'est aussi la viralité du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde tellement interconnecté qui va être effectivement de plus en plus dans une forme d'interconnexion que, en effet, tout va très vite, pour ne pas dire tout se passe instantanément. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'annulation de la temporalité et où effectivement ça peut générer absolument tout, n'importe quoi, et notamment, par exemple, on le voit très très bien sur les réseaux sociaux, le complotisme, toutes les théories les plus folles, délirantes, conspirationnistes, etc. Donc il y a une véritable viralité du monde aussi. Qu'en pensez-vous, chers amis? Vas-y Joachim, si tu veux, je te laisse. Toujours. Je suis très poli. Bon, on pourrait dire que d'une certaine manière, la zombification commence, mais je dirais qu'elle commence à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, la catastrophe a lieu, on ne sait pas trop comment le pouvoir ou les pouvoirs peuvent réagir, et puis ils font des essais en quelque sorte. Ils se trompent, ils recommencent, ils essayent autre chose pour trouver le bon équilibre pour après. C'est-à-dire qu'en fait, le pire est à venir, je pense. 1984, c'est plutôt demain, mais un demain proche, en quelque sorte. L'orange est proche, comme dirait Kubrick, en quelque sorte, ou Pérec, qui a écrit un article sur Kubrick, enfin sur l'orange mécanique. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre comment fonctionne, comment le pouvoir est en train de changer en fait lui-même, comment il est en train de se convertir pour échapper demain au grand renfermement, en quelque sorte, qui ne sera pas forcément physique, mais qui sera peut-être celui de nos pensées, celui de nos désirs, qui seront plus activés vers la publicité encore plus, ou vers des logiques de consommation, ou même peut-être vers un discours neutre et vain. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant dans la situation que l'on vit aujourd'hui, c'est de voir comment le pouvoir a une imagination. Voilà. Et c'est d'essayer d'une certaine manière de le devancer. C'est d'essayer de voir comment lui-même est obligé de s'appuyer à la fois sur ce qui est en train de se faire autour de lui, parce que le pouvoir, c'est pas une entité idéalisée, une idée forme à la Platon, hein. Elle s'incarne en quelque sorte dans des différentes sociétés, à travers des gouvernements, enfin des logiques de pouvoir qui ne sont pas les mêmes en Chine ou en France, par exemple, mais qui quand même ont des points communs, en quelque sorte une volonté en quelque sorte d'enfermer l'individu, de le tenir et de le conduire aussi. C'est ce que Foucault appelait l'effet pastoral en fait.
Voilà. Moi, je nuancerais peut-être un peu le propos. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Joachim. Je voudrais juste le compléter en disant qu'encore une fois, on a une question d'usage de la viralité entre guillemets, c'est-à-dire que de tout temps, les idées se sont propagées. Il y a eu une noologie, une noosphère en fait, avec des contaminations d'idées. Le problème n'est pas forcément là. Le souci, c'est que ça me dérange pas du tout si la viralité, la contamination, sert à propager des idées qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Si on propage l'éthique de la sollicitude et qu'on lui permet de percoler dans toutes les strates et tous les pays, tous les territoires, je suis pour la viralité. Le souci, c'est que il y a quand même un prix à payer. Il faut l'accepter, ce prix à payer. Mais je suis ravi qu'il y ait des oasis de fraternité qui se constituent sur du numérique et du viral. On peut critiquer Twitter, on peut aussi en fait essayer d'habiter les failles des grands systèmes, y compris des GAFA, de manière à faire émerger le meilleur. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec l'idée que oui, les idées se sont toujours propagées assez naturellement sur la planète, mais peut-être pas dans une immédiateté aussi importante qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que moi j'ai comme sentiment, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir un phénomène majeur, peut-être depuis le 11 septembre, et dès qu'il y a un phénomène majeur, quelque chose dans les vidéos qui est vraiment très très rapidement réceptionné par tout le monde. Et comme on est tous sur Facebook, 1,7 milliard, on est sur Facebook, on reçoit tous la même image. Et c'est ce qu'on peut vivre en ce moment aussi avec la bavure policière là de George Floyd aux États-Unis. 2 jours après, il y a une manifestation contre les bavures policières qui va se dérouler en France. Et il y a cette sorte de connexion de monde entier qui est liée à une viralité hyper prégnante aujourd'hui. C'est pour ça peut-être qu'il faut essayer de réarticuler cette viralité qui se développe, qui se déploie en fait au plan mondial, à des initiatives qui soient aussi locales. Je parlais d'éthique de la sollicitude, ça commence d'abord par son prochain dans le sens d'individu proximal, celui qui se trouve près de nous. Donc l'idée c'est d'essayer de contrebalancer à chaque fois, de voir les forces en présence, les lignes de force telles qu'elles se dessinent, de pas être dans le déni ou l'illusion, mais de se dire que peut-être on a des moyens de répondre à ça, y compris en utilisant ce qui nous paraît de prime abord néfaste. C'est comme un peu infiltrer le système pour mieux le défaire. C'est un petit peu vouloir habiter les failles des grands systèmes. C'est une expression que j'aime bien, c'est-à-dire de se dire que la lumière passe à travers les failles, y compris chez les individus quand ils se constituent et qu'ils tentent de se guérir, mais aussi dans leur positionnement par rapport aux grands systèmes qui sont loin d'être imparfaits et qu'on peut effectivement utiliser pour la sollicitude, l'entraide, l'empathie, ce qu'on peut qualifier de moralement être le bien. Oui, pardon. Non, vas-y. Non, parce que je disais qu'à ce rythme-là, moi, je me sens un peu accablée par cette empathie que j'ai pour toutes les douleurs du monde, quoi. Je veux dire, avant le confinement, c'était Hong Kong, après c'était ce qui se passait en Chine, maintenant c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et moi, je sais que parfois j'ai besoin, en effet, de couper mon ordinateur, de le ranger 2 jours dans un placard et d'aller faire de la danse avec des copains dans le quartier, quoi. Parce que voilà, c'est douloureux. Ce que je dirais, vas-y Joachim. En fait, j'ai le sentiment qu'en fait la viralité qui effectivement est de plus en plus importante parce que précisément on est de plus en plus connecté, non pas en termes de quantité mais en termes de fréquence plutôt. Eh bien, elle génère en fait non seulement des phénomènes d'accoutumance parce qu'on s'habitue à ça et d'une certaine manière en s'habituant on s'anesthésie. C'est-à-dire plus on reçoit de coups, si je veux dire, ou de chocs, moins on est capable de ressentir les chocs, je dirais individuellement. Donc d'une certaine manière, on est presque incapable parfois d'avoir une émotion sur quelque chose qui se passe. Alors ça, c'est un des grands défauts de la virtualité, c'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas en présence, et on l'a peut-être jamais été vraiment, puisque autrefois, il n'y avait pas l'image, il y avait quand je dis autrefois, c'est assez récent quand même, la radio, il y avait quand même, ou la presse, mais ce système de la presse qui se développe notamment au 19e siècle et qui est en quelque sorte renforcé au début du 20e siècle avec la radio notamment et la télévision, eh bien, va avoir des effets d'accoutumance. Alors, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, je voulais rebondir sur le fait que s'imprégner des forces de résistance. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on ne t'entend plus ? On a un petit souci technique. Ça arrive avec le direct, c'est pas grave, c'est normal. D'accord. C'est bon. C'est bon ? On t'a retrouvé. Oui, ça y est, tu peux y aller. Donc, c'était pour réagir tout à l'heure par rapport au fait que la viralité, Amazon, par exemple, c'est nourri d'un catalogue qui avait été plus ou moins développé par les hippies. Donc, c'est assez intéressant de voir que les hippies avaient conçu
ce qu'on appelle le Wall of Catalogue. Et ce catalogue, on pouvait tout trouver en quelque sorte dans ce catalogue et tout fabriquer soi-même. Donc il n'avait pas une logique du marché, il n'était pas inscrit dans une logique du marché par définition. Et puis Bezos a été fasciné par ça assez jeune, et d'une certaine manière Amazon est une réinvention de ce catalogue d'une manière évidemment digitale, et à tel point d'ailleurs que c'est un peu, tout se passe comme si le pouvoir arrivait toujours à prendre le meilleur fruit de la résistance pour se l'accaparer. Et je pense que moi je suis plus pessimiste qu'Abdel. Je pense qu'il faut toujours se méfier de l'œil du pouvoir. Il est très très fin. Il est capable de voir en quelque sorte les détails du diable, quoi. Il a la perspective du diable. Donc attention. Oui, alors justement, c'est très bien, parce que je voulais justement qu'on enchaîne sur, je dirais un petit peu à la fois le point de départ et le point d'arrivée central de votre livre, qui est la question du dôme. Dans l'âge de cristal, les populations qui restent sur cette terre dévastée vivent sous des dômes. Donc, évidemment, l'humanité a toujours recherché à s'abriter, mais là, on est ailleurs, on est dans autre chose. C'est bien plus qu'un abri, bien évidemment, puisque c'est un abri quasiment vivant qui régit la vie, la mort, les comportements, les conduites. C'est une logique de réclusion, mais aussi une logique de contrôle. Or, ce que nous avons vécu tout récemment avec la crise, et notamment avec le confinement, mais aussi l'état d'urgence sanitaire plus globalement, le contrôle avec les drones, l'attitude des flics, bien évidemment, et ainsi de suite, tout converge vers cette logique sécuritaire qui est aussi une logique ségrégative. Je veux dire que par une espèce d'effet de hasard qui n'en est pas tout à fait un, parce qu'on est là face à d'affreuses logiques, aux mécanismes absolument implacables, et effectivement, ils se produisent, qui viennent se produire à Minneapolis avec tout ce que ça a entraîné. Mais donc, cette question du dôme, comme véritable biopolitique, effectivement, de mode de contrôle. Je lisais, il y a visiblement une application que les gens qui sont en télétravail ont été obligés de télécharger, justement, et qui permet de fliquer à la seconde près si chaque travailleuse devant son écran est effectivement véritablement en train de travailler. Donc, on voit bien que le contrôle est dans la capacité tout à fait technique de descendre très profondément, très intimement et très individuellement. Petite question. Ah, pardon. Ouais, faut peut-être juste réagir à ce que disait Joachim et ce qu'a dit Marco ensuite sur l'idée d'être pessimiste ou d'être réaliste par rapport à la manière dont le pouvoir exerce nous amène dans des méandres qui nous arrangent pas toujours. Je pense que la crise du Covid, en fait, elle est une sorte de point de bascule qui révèle très bien une tension qui existe entre d'un côté des totalitarismes, et on nous fait avaler des couleuvres qui s'avèrent être des couleuvres totalitaires au nom de plus de sécurité. C'est toujours comme ça. On nous vend la sécurité et on nous impose des contrôles, etc. Donc ça, c'est le premier côté. Et on a aussi quand même un deuxième côté qu'il faut pas éluder à mon sens. Et moi, j'ai été non pas ravi, mais positivement impressionné par ces images de commissariats en feu. Je dirais pas des images magnifiques parce que je veux pas aller trop loin, mais on tombe d'un côté qui est celui de la révolte et qui est peut-être le deuxième côté de la crise. On peut se révolter. Alors, certes, la masse, le consensus ne fait pas la vérité, mais quand même, il y a un potentiel de révolte. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on s'est révolté? Est-ce qu'on peut briser le dôme? Est-ce qu'on peut en casser la paroi? Est-ce qu'on peut seulement l'élargir? Qu'est-ce qu'on fait après la révolte? C'est là que le discours, pour moi, commence. C'est-à-dire que quand on refuse les totalitarismes, on a juste fait le premier pas. On a fait celui qui nous amène à la crise. Mais quand on est passé du côté de la révolte, quel est le pas suivant? Ça, c'est, je pense, le vrai souci. Par quoi on comble l'étape suivante? Faut s'organiser, pardon. Effectivement, c'est exactement ça. Faut s'organiser. Il faut aussi tirer parti des bienfaits de la technologie qui nous permettent de discuter ce soir librement et de pouvoir faire ses commentaires. Alors moi, ma petite question, c'était juste comme on a la chance d'avoir un
expert en biologie avec nous. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la biopolitique ? Alors pour le coup, c'est plutôt une question de philosophie, la biopolitique, pas une question aux biologistes. Moi, je dirais que la biopolitique, pour moi en tout cas, c'est la mise en œuvre de processus disciplinaires, de contrôle, etc., qui s'exercent au niveau des corporalités, des corps en fait, et non plus seulement au niveau des individus désincarnés. Et c'est ce qu'a très bien décrit Foucault, c'est ce qui a été commenté aussi en partie chez Châtelet, etc. Je pense que Joachim aura en fait une réponse un peu plus précise que la mienne par rapport à ça. Je dirais que tu as parfaitement défini. Merci. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la logique de la biopolitique, elle est complètement opposée. Enfin, quand je dirais opposée, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend la question du pouvoir, on se construit en gros par rapport à Rousseau, par rapport à la logique du contrat, par rapport à, je dirais, au côté le bien, l'État, alors que non mais continue. Vas-y, continue. Termine. Alors que Foucault, lui, il s'intéresse plutôt à ce qui est sous-jacent, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on observe les individus? On s'aperçoit que ces individus sont gouvernés, en fait, qu'ils ne font pas vraiment ce qu'ils veulent, qu'il y a des logiques de normes qui sont mises en place, et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui. Et donc lui, il s'est intéressé moins à la question de la loi qu'à la question de la norme. Et donc d'une certaine manière, tout se passe comme si nous étions entourés par une espèce de membrane, une toile, qui, en quelque sorte, nous empêche d'avancer véritablement, c'est-à-dire ne laisse que très peu de créativité, que très peu de place à la liberté. Et voilà, ce qui fait peut-être que la biologie et la question du pouvoir peuvent se rencontrer, c'est que la biologie, elle réfléchit aussi sur ces logiques, non pas de normes au sens strict, tu me diras, Abdel, si je me trompe, mais sur des logiques en fait de membrane. Et donc cette logique de membrane, je trouve qu'on peut la retrouver dans la question du pouvoir. Et donc, je dirais juste, je me permets de te couper parce que il me semble que le temps presse, mais l'idée, pour te répondre sur l'aspect biologique, c'est que actuellement on tente de substituer les dynamiques au territoire. Donc on essaye de passer au-delà du territoire. Et j'aimerais juste faire un commentaire sur une notion qu'on a abordée tout à l'heure, qui était celle de la relation. En fait, le problème, c'est pas la relation, c'est la qualité de la relation, et c'est l'idée de faire alliance. C'est ça l'idée. Résister à tout ce que tu viens de décrire, Joachim, c'est faire alliance. C'est pas tout miser sur la relation, mais sur sa qualité. Ok, merci les amis, on va être obligés, mais vous pouvez rester avec nous. Alors je voudrais quand même juste mentionner donc de nouveau votre bouquin La biopolitique vue du cinéma paru chez L'Harmattan. Je voulais aussi mentionner l'excellent site que tu animes, Abdel, et aussi les émissions qui vont avec. Le site c'est Face Cachée, avec une interview, un film assez long où tu t'es entretenu avec Edgar Morin, et le suivant avec Merlin Tuttle. Ça tombe bien puisqu'on a beaucoup parlé des chauves-souris ces derniers temps, et c'est tout à fait utile. Je mentionne également que justement sur la question de la biopolitique, on a un tout nouveau site qui s'appelle Free Foucault, où on peut accéder aux différents cours du Collège de France. Merci beaucoup les amis. Vous pouvez évidemment rester avec nous. Merci Joachim et Abdel. Surtout que ce qui va suivre est évidemment tout à fait édifiant. Bah oui, voilà. Bien sûr, vous pouvez rester avec nous pour la superbe chronique de Léo, le chaos social. Jingle. Chers amis et amis, bien sûr, l'heure est grave. La fin du confinement venue, j'ai retrouvé mon terrain de jeu favori. Vous, les gens, quoi. Ah, quel plaisir de revoir des choses étonnantes et parfois révoltantes à tout bout de champ. Non, ce n'est pas ça qui est grave. Ça, c'est la normale en marche. Non, ce qui est grave, c'est vous. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le confinement, je le dis et je le répète, n'a pas fait que du bien. Hein. Vous avez vrillé. Oui, nombre d'entre vous ne s'en rendent pas compte encore, mais vous avez franchi la ligne. On dit qu'elle est fine entre une personne de principe et un sale con. Eh bah, scoop, c'est vrai. Bon nombre d'entre vous sont un peu devenus des gros nazes. Y avait-il des prémices sous-jacentes à ces personnes, à un terreau qui nécessitait d'être arrosé et cultivé? A-t-on changé du tout au tout? Ou sommes-nous devenus moins tolérants? Ça, je laisse l'histoire avec un grand H répondre à cette question plus qu'existentielle, n'est-ce pas?
Et surtout, si vous trouvez la réponse, appelez-moi au 07 68 97 44 03. Je répète, 07 68 97 44 03. Non, désolé, non, je vous déçois. Ce n'est pas mon numéro de téléphone, c'est celui de la radio. Et puis, on va pas se mentir, je suis un peu trop vieille pour avoir un 07. 1985 en force. Mais revenons à ce que je disais. Oh putain, mais certains sont devenus des mines d'or. Des bons gros relous comme on les aime. Non, rassurez-vous, je n'aime pas les relous, mais j'aime entendre leurs histoires et les observer quand ils tombent dans mon giron. Et là, c'est un peu le festival, les amis. Feu d'artifice du 14 juillet, Waterloo ou l'armistice et compagnie. Seul problème, ça ne nous rapportera pas un jour férié. C'est un peu comme si la bombe atomique avait fusionné avec l'intelligence de Brigitte Bardot, l'intelligence d'Éric Zemmour et le mauvais goût vestimentaire de Michel Houellebecq. Ah bah, c'est du même niveau que la chauve-souris qui chie sur le pangolin, hein. Et on connaît tout ce que ça a donné. C'est moche. Vraiment, vraiment moche. Ah bah, certains ont chopé le Covid et d'autres la connerie. Et puis profonde, hein, la connerie. Ah bah non, mais là, on est dans de la connerie complète, hein, pas celle de la surface avec laquelle on peut composer. Je vous entends déjà. Non, je ne reviendrai pas pour illustrer mon propos sur la connerie des membres du gouvernement, ni sur celle des personnes très inspirées par Tonton Pétain qui demandait aux infirmières de déménager. Non, là, on va parler de choses plus proches de nous. On va parler de ces gens qui maintenant se permettent de se comporter comme des vrais irritables et insupportables bouffons égoïstes et égocentrés. Leur mot d'ordre pourrait être « Après moi, le déluge ». Bah non. Je ne te laisserai pas faire, mon cher petit débile aliéné par ta propre image et ta petite vie ridiculement pourrie. Et on dirait, parce que tu n'es pas tombé malade, que ça te donne tous les droits. Bon, déjà, désolé, hein, mais les droits et la liberté, on en a plus tant que ça, hein, rien que pour commencer. Et pour te finir, t'as pas fait la guerre non plus. On s'est pas fait bombarder, t'as eu de quoi bouffer, t'es resté tranquillement le cul posé sur ta petite chaise pendant que tu télétravaillais. Pardon du peu, mais j'ai connu plus héroïque. Les migrants ont plus de mérite et de courage que toi, faut se réveiller. Et puis, ah là là... Tu n'étais pas seule à vivre le confinement, je te signale. En passant, la moitié de l'humanité a fait pareil, hein, et souvent dans des conditions plus difficiles. Donc bon, ça devrait suffire à te faire réfléchir. Mais exiger une prise de conscience d'un con, c'est comme essayer d'apprendre à lire à un bébé chat. C'est mignon au début, mais à la fin, c'est ridicule et une perte de temps qui sert à rien. En 2020, tu sens bien le changement de paradigme. Le feignant, c'est le nouveau résistant. C'est Jean Moulin qui doit se retourner dans sa tombe avec tous ses copains. Non mais la honte, quoi. Alors oui, c'est vrai, c'était parfois difficile, et pas franchement marrant. Mais 2 mois dans ta vie, ça n'excuse pas toutes tes futures conneries. Tu sais, au bout d'un moment, l'excuse du confinement aura une fin. Et là, tu te retrouveras tout seul. Et moi, je serai là pour te juger. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Oups. Je suis parfois un peu en avance sur mon temps. Alors voilà. Cher vous, qui vous permettez de parler aux gens ou à vos amis parfois comme à des merdes, d'exiger au lieu de demander, essayez un peu de décoller vos yeux de votre nombril et de concerter les avis et de respecter un peu le collectif, composé de gens qui vous entourent, parce que quand je vous entends vous exprimer, j'ai franchement envie de vous en mettre une. Parle meilleur, putain, ça te fera du bien et à nous aussi. Et toi, petite pain-bêche, dilettante et prétentieuse de mes deux, t'arrives quelque part, tu crois que tout est dû et que les gens sont à tes ordres. Mais tu t'es cru où? T'es pas dans Beverly Hills? Hein? Allô, petite pouffe? Ici, c'est la vraie vie. Et soit dit en passant, on en a rien à foutre de toi et de ton emploi du temps. Tu veux avoir des copains? Faire des projets en collectif? Bah, tu sais quoi? Commence déjà par l'être collectif et après, on en reparlera. Tiens tes engagements et après, tu viendras donner des leçons et possiblement rendre les coups qu'on t'aura mis dans la gueule. Mais si tu réussis à opérer le changement et à vraiment ressortir de ton état de connerie, tu ne diras rien. Ou plutôt si, tu diras merci à ceux qui t'ont supporté pendant ton état de décrépitude cérébrale et égocentré avancé. Une fois que ce gentil constat est posé, que peut-on faire lorsque l'on rencontre cette personne zombifiée par la connerie? J'aimerais enjoliver et vous dire que ce n'est qu'un état passager. Ah, malheureusement, je ne peux rien affirmer à ce stade de l'enquête menée avec beaucoup de sérieux et de preuves à l'appui. Donc, tristement, je dirais qu'on ne peut pas y faire grand-chose et puis perso, je vous conseillerais une fois ce comportement décelé de vous éloigner vite. Bah oui, je suis pas scientifique, mais à tous les coups, ça peut devenir contagieux. Vous l'aurez compris, cette semaine, j'ai eu de quoi m'énerver contre le monde entier. Un petit peu ici, un petit peu là. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais merci. Grâce à vous, je me souviens maintenant de pourquoi j'ai commencé à écrire cette chronique. J'aurais aimé terminer sur une note plus positive et vous dire que les cons ne le restent pas tous. Mais malheureusement, et malgré l'espoir d'éveiller quelques consciences avec mes mots, je sais aussi qu'ils sont vains, car les cons ne se reconnaîtront pas. Et c'est justement ce qui les caractérise. Alors faites attention et gardez les gestes barrières, les vrais, je veux dire, ceux qui vous éviteront de devenir tout ce que je viens de décrire. Voici un proverbe que j'affectionne particulièrement et qui clôturera magistralement cette petite chronique de la haine ordinaire. Souvenez-vous qu'on ne peut pas être et avoir été, mais on peut avoir été con et l'être resté. Allez, courage et bisous. Bravo.
Bravo. Bravo. Ah, Léo, Bravo, j'aime bien quand t'es bravo. rageuse comme ça. Génial. Bravo. Merci. Allez, la suite, c'est... J'avais un peu besoin de vider mon sac, je dois l'avouer. Et nous passons à la suite, Maintenant, je notre pense qu'on très va cher passer Marco. à un grand moment de Voilà. méditation, j'imagine, avec Marco pour le ciné-kebab. 10, 9, tout est ok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Marco, C'est sublime, Marco, ce que tu nous fais, ton mais micro. on n'a pas ton micro. Il faut que tu recommences tout. On a pu profiter de ta belle musique d'intro, mais tu n'as pas mis ton micro. Oh, damné, de quel couillon. Ah, Ah, bientôt l'été déconne à finasser. Ça va être chaud. Mais attention, faut garder les esprits sains dedans les corps sains et les corps sages à la plage. Et pour bien tout bien faire, faut éduquer. Alors éduquons les filles et les garçons. C'est la continuité pédagogeste de mes barrières, les joyeuses colonies des cahiers de vacances de la bienséance. Aujourd'hui, première partie de notre cours laïque obligatoire d'instruction très civique en ligne, de miel coulant, tout collant dedans tes oreilles et même ailleurs dans ta république. C'est parti à la lenteur de mes lumières, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Mais attention, faut bien tout bien suivre, car le programme, il va être dense, sain, moral, éducatif, chargé comme ta langue des lendemains qui décantent l'apéro déconaffiné. Douane Espère, tu connais Douane Espère? Non, bien sûr, car jusqu'ici tu t'es vautré dedans la fange, la débauche, les stupes et la fornication, toute parasite, pervers, perverse, ordure, déchet non recyclable que tu es, salaud, salope. Aussi pour rectifier le trajet très tordu de ta vie bien mal emmanchée de mauvaises pioches et traverser sainement l'été, écoute bien ce premier cours, car il est salvateur et annonciateur, comme le Messie et le prophète. Nous commençons ton édification avec cette intro pas douloureuse, les ravages du dopage. Nota bene, pour le cul, faudra patienter un pneu, la deuxième de mes parties, pour te saliver un autre kebab bien haché, menu à venir et nettement plus ardeux celui-là. Même si je te rassure, du cul, il y en a toujours aussi un pneu, par ruissellement de premier de bordée, à peine introduit, par proximité du sujet, quoi, car le vice, c'est connu, c'est un monstre tout plein de tentacules qui tente, et il en a. Bon, le sachiez-tu, les États de Mésunis, c'est un beau pays, une grande démocratie, comme la Seufran, mais en plus mieux et en plus gros. Tout est plus grand là-bas. Bon, ok, nous aussi à la maison Cocorico Tricolore, on en a des minéas policiers, mais nous, attention, on sait se tenir, on n'en fait pas tout un plat réchauffé. D'ailleurs, il y a même un projet de loi pour interdire de flimer nos impôts robocopistes en pleine action de sévices d'action civique. C'est dire notre modestie légendaire de pays des Lumières et des doigts de l'homme. Oh, c'est beau, c'est le monde d'après. Mais entrons bien maintenant dans notre sujet déjà bien à vif. Aux USA en 1930, le code Hayes, du nom du sénateur du même nom, imposa à Hollywood la bonne moralité et surtout ses ciseaux bien affûtés. Et comme le cinéma, c'est de la propagande, mais en mieux, les films édifiants, docu ou fiction, vont fleurir comme les jeunes filles et autres plantes voraces dans les jardins des délices licites et des drive-in et se reproduire comme des petits pains et des biscuits à tremper dans ton chocolat. Avec ce grand vent sympa d'ordre et de morale qui durera jusqu'à la fin du macartisme. McCarthy, un autre sénateur trop cool. Les gouines, les pédés, les queers, les freaks et les rouges n'ont qu'à bien se tenir. Le sexe, la drogue, la révolution, le crime, la délinquance, tout ça, c'est tout pareil et franchement répugnant. Faut sauver le soldat yankee, sans quoi c'est l'anarchie. Mais
Dans le lot, il y a du diable et dans le détail, il n'y a pas que des films de vraie propagande, non. C'est ambigu, comme les histoires de cul. Et oui, dans le gros lot, il y a à piave et à criave, pas que du beurre approuvé, estampillé. Business oblige, il y a des fuites dans la péloche perforée, il y a du kebab zarbi, quoi. Quand même, t'as un doute sur la camelote. C'est quoi? C'est pour de vrai ou pour de faux? C'est de l'art ou du halouf? À tout bien réfléchir, même dans ta tête embrumée, même avec les pieds de Ramon fumé. Oui, je confirme, c'est plutôt cochon. C'est du produit du en même temps, licite, mais qui sent le soufre et le gymnase comme les sujets en syphilis du synopsis. En gros, du CBD avant l'heure. Et tout ça grâce à des cuistots trop margoulins, comme, justement, Dwayne Esper et son épouse Hildegarde Stadi, quel nom, qui co-signe les scénars. Car c'est connu, dans le cochon, tout est bon. Et les films moraux éducatifs, c'est du filon pour le cinéma d'exploitation. Comme un triptyque halluciné de Bosch ou une fresque exhibitionniste tapis bien au chaud dans une église italienne so-cattolica, détaillant l'enfer, tandis qu'en face, le paradis garantit l'éternel ennui. Et comme l'éternité dure longtemps, question, tentation, tu m'as compris, le choix est vite fait. Bref, je sens que tu brûles, que t'en peux plus, ça tombe bien. Maintenant, faut se finir, y a plus le temps. Alors, dans ces sommets de bas-fond du fondement et du cinoche, je chite et faudra s'en contenter. Attention, faut suivre, prends des notes, sors ta gomme qui frotte et ton crayon qui pointe, c'est des fleurons. Narcotique 1933 et Marijuana 1936, mélis de mélo genre fumoir un peu, c'est des choirs beaucoup. C'est les ravages de la dope, la méga spirale infernale, c'est la drogue quoi, la descente aux enfers, le cul y est timide et en annexe et ça aussi faudra s'en contenter. En 1949, un autre réalisateur, Sam Newfield, continuera à traire la même mamelle avec She Should Have Said No. Elle aurait dû dire non en ses francs. Et tout est dit, tout est dans le titre. Bon voilà, pas la peine de s'étendre davantage sur les pitchs de tout ce shit. On m'appelle pour l'apéro et là c'est pas du virtuel. Quoi? Tout ça pour ça? Mais quelle arnaque ce kebab! Ouais, le prochain par contre ce sera du vrai, du dur, du hot and spicy, bien corsé et détaillé. Aujourd'hui la leçon du jour c'était juste pour retenir que ces films très B, Z, on pourrait même dire bzz, annoncent les nudies et autres midnight movies des 30 baveuses, 50, 60, 70 et ça tombe bien pour le prochain cours, notre programme éducatif. Il va s'enfoncer carrément brutal comme Pascal dans le sujet tout rose et sans lésiner sur les fétiches, les cuirs, les chaînes et les latex, les totems et les tabous. Oh, vivement le prochain kebab. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Alors, chers amis, merci de nous avoir écoutés. Malheureusement, on est un tout petit peu en retard, mais on a eu le temps de tout faire quasiment. Donc, on va se dire au revoir. On a eu une belle émission. Merci à Adèle et Joachim. Et des beaux invités. Tout à fait. Merci à vous d'être restés avec nous, de nous avoir Merci à vous pour cette excellente émission. C'était super. Un vrai plaisir. Merci à tout le monde. Au revoir. Voilà, Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec tous les auditeurs et on compte sur vous et on vous fait plein de bisous. Bonne soirée. Au revoir. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la...